beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Ok, donc en fait, je vais vous parler en effet de comment le cerveau humain, on va dire, est capable de reconnaître des vocalises de nos cousins, on va dire ça comme ça, donc de primates de la catégorie non humain. Et c'était un article qu'on a publié l'année dernière. Petit spoiler, il y en a d'autres qui vont arriver, en tout cas un autre très prochainement. Donc on s'est concentré dans cette étude-là sur vraiment les mécanismes frontaux, donc du cortex vraiment frontal, je vais vous expliquer un peu plus pourquoi, qui permettent, ou du moins qui sous-tendent la reconnaissance de ces vocalises par l'humain. Okay. Donc juste quelques mots-clés de notions qui vont revenir assez souvent, je pense, dans ces minutes de présentation. Donc, les primates dont nous faisons partie sont assez connus pour leur communication affective, mais notamment sociale, de manière plus générale. Donc on va parler de communication sociale affective, on va parler de phylogénie, qui ici sera utilisée totalement comme synonyme de l'évolution biologique. Ensuite, on va parler d'acoustique, et on va parler, avec tout ça, dans le contexte de neuroimagerie fonctionnelle, et notamment du cortex, donc comme je vous disais, inférieur frontal, donc IFC, et orbitofrontal OFC. OK. Donc on va commencer par une partie d'introduction. Donc, comme je vous le disais, la communication... Ah oui, je peux faire avec ça. La communication affective ou sociale est vraiment partagée entre diverses espèces de primates, et notamment les hominidés dont nous faisons partie, donc qui est vraiment une clade à part. On va détailler ça un petit peu plus. Il est intéressant, et il a été déjà fait en partie, d'étudier les substrats neuronaux qui sous-tendent la perception, le traitement, la catégorisation de ces vocalises de primates, pour des raisons évolutives notamment. Les régions qui ont été mises en avant pour le moment sont des régions plutôt temporales, donc du cortex auditif primaire, secondaire, des régions frontales, inférieures ou donc latérales, ou du cortex orbitofrontal. Mais ce qui a été aussi mis en évidence, et qui était aussi une des motivations principales de ce travail, c'était les larges overlaps, chevauchements entre les régions frontales de l'humain, et les régions frontales de ces primates non humains. Donc, ces primates ont aussi ce qu'on assimilerait à un cortex inférieur frontal ou à un orbitofrontal. Donc, il y a une sorte de continuum entre le cerveau, en tout cas frontal, notamment des primates et non humains, et des primates humains tels que nous. Donc, d'un point de vue phylogénie, donc je vous parlais de cette classe, de ce clade des hominidés. Donc, il est apparu, selon estimation, entre 13 à 18 millions d'années par rapport à aujourd'hui. Et il inclut 4 genres spécifiques, donc le genre Homo, dont nous faisons partie, le genre Pan, donc chimpanzé et bonobo, mais aussi Pongo et gorilla. Donc, Pongo, c'est les orang-outans, gorilla, les gorilles, c'est un peu plus transparent. Et on a, du coup, avec ces 4 genres, un ancêtre commun, au moins un ancêtre commun. Et, on a une communauté génétique avec ces genres qui est extrêmement élevée, donc de l'ordre de 98-99% avec le genre Pan, 97 avec les gorilles et environ 96 avec les orang-outans. Donc c'est vraiment extrêmement élevé et non négligeable. Donc, dans ce travail-là, on s'est concentré sur les vocalises donc, humaines et de chimpanzés, de bonobos et de macaques. Donc je vais un peu maintenant essayer de vous montrer pourquoi, ou de vous faire comprendre pourquoi. Donc notamment, la distance phylogénétique est identique entre chimpanzés et bonobos et l'humain. Elle est de l'ordre de 6 à 8 millions d'années. Donc ce split là avec ce genre-là. Et néanmoins, les vocalises de bonobo, parce qu'elles sont considérées comme un peu étranges ou avec un pitch très élevé, sont souvent négligées dans les études de ce type-là, parce qu'elles sont considérées comme des outliers. Mais justement, elles sont des outliers d'un point de vue acoustique, mais par contre, d'un point de vue évolution ou phylogénie,
elles sont intéressantes parce que justement, elles sont tout aussi proches des chimpanzés que de celles des chimpanzés par rapport à l'homme. Donc, acoustique. On parlait d'acoustique. Donc, entre les vocalises de chimpanzés et celles de bonobos, il y a des différences, comme je vous le disais, et ces différences ont été, disons, il y a un soutien pour plusieurs origines potentielles de ces différences-là. Donc, il y a une origine de type, entre guillemets, donc, psychologique. Donc, il y aurait une hypothèse de, comme elle est appelée, d'auto-domestication, de self-domestication, qui est en fait liée à la manière dont cette espèce-là répond et s'est adaptée à l'agression. Donc ça, c'est spécifique à cette espèce. Ce serait potentiellement, du coup, une sorte d'adaptation des vocalises à cette adaptation elle-même à l'agression. Ensuite, il y a une origine plutôt anatomique, assez forte, qui est qu'en fait, les bonobos, comparés aux chimpanzés, ont un larynx très court et donc ont une fréquence fondamentale extrêmement différente des chimpanzés. Donc ça, c'est vraiment purement anatomique. Est-ce que c'est dû ou non à l'aspect d'adaptation à l'agression ou au milieu? Peut-être. Et finalement, une origine plutôt génétique, donc des spécificités, mais aussi des différences relativement spécifiques entre chimpanzés et bonobos. Donc ces trois origines potentielles des différences de ces vocalises de bonobos sont très probablement extrêmement liées, ou du moins connexes, mais je ne crois pas qu'il y ait des tonnes de travaux pour l'instant là-dessus. Nous, ce n'est pas sur ça qu'on s'est intéressé directement. Donc, dans ce cadre-là, une personne du coup qui travaillait aussi dans le laboratoire de Didier Grandjean a travaillé sur les aspects purement acoustiques de ces vocalises. Et ce qu'elle avait montré, qui donne une motivation de plus pour ce travail-là, c'était que, en fait, le contexte de production, parce que ces vocalises de singes sont enregistrées en contexte, ce n'est pas des animaux en captivité, des animaux en liberté. Donc, comme je le disais avant, c'est des enregistrements qui peuvent prendre 2 heures ou 2 semaines, ça dépend un peu de comment ça se passe. Donc, le contexte de production, plutôt affiliatif, donc positif, de soins, ou agonistique, donc plutôt ce qui est assimilé pour nous à de la peur ou de la colère ou de la surprise, un peu un mélange. Donc ces contextes-là a un impact sur la distance acoustique entre les vocalises de ces espèces-là et la voix humaine. Et ces effets-là ont du coup en retour un impact sur la reconnaissance que l'humain a des vocalises de ces espèces-là, notamment celles de bonobos, qui sont en dessous du niveau de la chance dans cette étude-là, comme dans la nôtre d'ailleurs, et qui sont surtout en dessous du niveau de la chance pour les vocalises de type agonistique, donc celles qui sont de peur ou de colère. Donc un fort impact de l'acoustique sur ces différences-là, mais extrêmement peu étudié au niveau neuronal. Donc justement, alors comme je vous le disais avant, on avait 2 régions principales d'intérêt, qui étaient le cortex inférieur frontal. Donc, comme j'ai dit avant, c'est parce que cette région montre un grand overlap avec nos cousins, les primates non humains, mais aussi parce que c'est une région extrêmement importante dans le domaine de la prise de décision. Depuis, ça fait longtemps que ça a été avéré, mais aussi le jugement émotionnel, le jugement de voix émotionnelle, le jugement d'image émotionnelle chez l'homme, chez l'humain. Et c'est des régions qui sont connectées en plus anatomiquement, donc fonctionnellement et anatomiquement, au cortex orbitofrontal. Donc, justement, le cortex orbitofrontal, donc il a lui aussi une architecture anatomique et fonctionnelle qui est partagée entre ces espèces de primates-là. Il est très souvent lié à l'aspect mémoire émotionnelle, expression émotionnelle, donc précisément, enfin spécifiquement à une espèce et entre espèces. Il est aussi impliqué dans l'évaluation contextuelle et émotionnelle et dans l'intégration de ces aspects-là, cognitifs émotionnels, avec par exemple les fonctions exécutives. Donc pour ces raisons-là, on s'est intéressé dans cette étude à la communication sociale, on va dire, et la catégorisation en utilisant des vocalises d'humains, de chimpanzés et bonobos et de macaques. Donc si je les ai displayés ici de cette manière, c'est parce que
Donc l'humain est le plus proche de l'humain, évidemment. Chimpanzés, bonobos ont la même distance phylogénétique vis-à-vis de l'homme, 6-8 millions d'années. Et les macaques ne sont pas considérés comme des grands singes et sont une espèce qui a plutôt dans les 20, 25, 30 millions d'années de distance avec l'humain. Donc ensuite, au niveau acoustique, dans cette étude-ci, étant donné qu'il y avait déjà l'étude acoustique spécifique, on n'est pas allé non plus trop dans le détail, mais on a quand même utilisé la fréquence fondamentale des vocalises et leur énergie, donc un aspect d'intensité, mais qui prend aussi des notions spectrales en compte dans nos analyses. Et d'un point de vue anatomie, fonctionnement cérébral, on a fait passer aux participants une IRM fonctionnelle en 3T au CMU, et on avait nos deux régions d'intérêt, dont je vous ai déjà parlé avant, OFC et IFC. Donc, d'un point de vue plutôt méthode, donc on avait un échantillon de 25 participants à la base, mais 2 ont dû être malheureusement exclus à cause de données corrompues et d'un nombre d'images à l'IRM qui était pas suffisant. On avait les vocalises comme stimuli, donc vocalises humaines, chimpanzés, bonobos, macaques, à hauteur de 18 chacun, donc 18 essais de chacune de ces espèces, pour une tâche qui était assez courte, de 8 minutes. Des fois, on fait des tâches très très longues avec peu de résultats. Là, on a l'inverse, c'est agréable. On a fait ça avec un Siemens 3T Trio. C'est des séquences EPI, pré-processing relativement standard, et les analyses ont été faites. Donc, c'est des analyses qui frôlent le computationnel, donc qui sont des analyses où on a utilisé un logiciel comme R, par exemple, pour créer des prédictions sur la catégorisation de ces espèces, et on a amené ça à l'IRM dans les analyses IRM pour voir comment ça corrélait avec des régions cérébrales. Je vais revenir un petit peu plus loin dans le détail. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a un exemple de 4 essais à la suite. Donc évidemment, l'ordre était mélangé, mais disons, voilà, pour que je puisse tous vous les illustrer, on a fait comme ça. Et on voit ici un spectrogramme d'une vocalise de chacune des 4 espèces. Donc je pense que là, vous pouvez déjà visuellement, même en n'y connaissant absolument rien à ces aspects vocaux, voir que les vocalises humaines et de chimpanzés sont relativement organisées, disons, d'une manière relativement similaire. Celle de bonobo semble avoir des résonances assez fortes, et celle de macaque, on est carrément sur un spectre qui est vraiment très très différent visuellement. Donc, il y a l'aspect phylogénétique, comme on disait, mais cet aspect acoustique-là, on peut pas le négliger dans cette étude-là. Donc là, je vais essayer de vous faire entendre quelques vocalises. J'espère que ça va fonctionner et que ça ne va pas vous hurler dans les oreilles. Ok, donc là, on a une image de tête de chimpanzé. Alors, donc là, ce sera 2 vocalises agonistiques. Ça commence par ce qui est plutôt assimilé à de la peur, puis de la colère. Ça y est. Ça n'a pas l'air de marcher. Bon, ça fonctionnait juste avant, mais évidemment, maintenant, ça ne fonctionne plus. On essaye pour les bonobos. Ok, échec. Bon, bah désolé, malheureusement. Donc, ce qu'on peut entendre, disons, les vocalises de chimpanzés, c'est peut-être plus fréquemment repris dans les films, dans les reportages, les documentaires. Peut-être, j'espère que vous avez une idée à peu près de à quoi ça ressemble. Pour les vocalises de bonobo, c'est vraiment extrêmement proche. Si on les mélangeait avec des vocalises d'oiseaux, vous auriez potentiellement de la peine à vraiment réussir à les distinguer. Et les vocalises de macaques sont beaucoup plus... vraiment totalement différentes, plus graves, et elles ressemblent plus à des sortes de tout petits sons qui sont en fait très forts en termes d'intensité et de spectre. Désolé, malheureusement. Donc, on peut, ouais, si c'est OK. Ouais. On va essayer de faire un essai pour que vous entendiez les vocalises. Ça marche. Alors,
Ça, c'est une donc, de chimpanzé. Sur lui. Ah, ok. Non. Alors. Ça, c'était chimpanzé. Ça, c'est les bonobos. Et la macaque. Pas macaque. Bon, on en a eu quelques-unes, c'est déjà ça. On peut essayer quand même, peut-être, macaque depuis là, puis je regarde ça. Le macaque ne veut pas. C'est essai-erreur, là. Ok. Bon, vous avez au moins entendu bonobos qui sont vraiment fondamentalement différentes. C'est déjà ça, parce que c'était celles que je trouvais les plus intéressantes à entendre. Ah. Il y a un contrôle. Ok. Bon, bah, on va en rester à ça. Donc voilà, donc ces 4 espèces étaient catégorisées à l'aide d'un clavier réponse dans l'IRM et on avait 2 ordres différents de réponses. Donc, au niveau comportemental, on a ici les résultats de la probabilité d'une réponse correcte et là, les confusions. Donc, je vais plutôt me concentrer ici sur les réponses correctes. Et comme vous pouvez le voir, pour l'humain, ici en rose fuchsia, on a évidemment une probabilité de quasiment 100% de répondre correctement. Pour les vocalistes de chimpanzé, on est autour des 45. Bonobo, on est en dessous de 20%. Et pour les macaques, on est à 35 ou 36%, quelque chose comme ça. Donc ici, comme vous pouvez voir, le niveau de la chance, étant donné qu'on a 4 espèces, le niveau de la chance est à 25%. Oui. Ah oui, pardon, c'est vrai. D'accord, désolé. Donc en fait, ils devaient décider quelle était l'espèce qui était présentée. Donc vraiment, on leur demandait d'essayer, en tout cas, de catégoriser l'espèce. Oui, en effet. Et donc, c'était vraiment... On leur avait fait entendre à chaque participant, avant la tâche, une vocalise de chaque espèce. On n'a ensuite pas mis dans la tâche. Et on leur a dit, voilà, ça c'est un humain, ça c'est un chimpanzé, ça c'est un bonobo, ça c'est un macaque. Ouais. Donc étonnamment, les gens arrivent à faire ça assez bien, en fait. C'était déjà un premier résultat assez étonnant. Et comme on peut le voir, a priori, l'aspect acoustique des vocalises de bonobo semble être au détriment d'une reconnaissance correcte, malgré que l'aspect purement phylogénétique ne peut pas distinguer ces 2 espèces, donc chimpanzé et bonobo. Donc ça, c'était la première chose au niveau comportemental. Donc, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a pris en fait cette probabilité de réponse correcte pour chaque espèce et on l'a mise comme une sorte de régresseur additionnel dans nos analyses IRM qui ont permis de mettre en évidence ce qui était directement de l'ordre de la corrélation, du corrélat neuronal avec cette probabilité de réponse correcte. Donc on a fait ça pour avoir une inférence plus simple et pour que ce soit plus pratique et facile de partager ces résultats et que ce soit plus clair. Quoi. Donc, globalement, les activations, tout le cerveau qui sont liées à la perception de la voix humaine, donc c'est celle-ci, ici en jaune à rose. Donc, on a du cortex auditif, évidemment, en grande quantité, bilatéral, du cortex frontal, mais aussi de l'insula, des régions singulaires. On a vraiment un grand réseau qui a déjà été observé plein de fois, mais qui, du coup, semble être... voilà. On reproduit ces résultats-là. Quand on regarde ensuite les vocalises de chimpanzés, comment elles sont perçues, on voit que c'est pas vraiment très différent, globalement. Notamment, ce qui est assez étonnant, c'est la partie acoustique, qui est relativement similaire avec cette ligne noire. Maintenant, si on regarde les vocalises de bonobo, ben, c'est pas franchement différent non plus, concrètement. Il y a un petit peu plus de régions en dehors et quelques régions frontales en plus, mais sinon c'est quand même relativement similaire. Et pour la perception des vocalises de macaque, on élargit encore un peu plus les régions frontales, mais sinon on est quand même dans quelque chose qui est assez comparable, on pourrait dire. Donc, ça c'était nos régions. Est-ce que ça nous dit quelque chose
difficilement. Nous, on va se concentrer du coup sur le cortex inférieur frontal et le cortex orbitofrontal. Donc on avait du coup dans cette analyse en région d'intérêt à peu près 10 000 voxels à la place du volume intégral du cerveau. Et c'était quand même biaisé envers le cortex inférieur frontal puisqu'il y a quasiment 4 fois plus de voxels dans cette région-là. Et bon, c'est l'anatomie, on ne peut pas... Voilà, donc du coup, on s'est concentré sur ces régions-là pour les analyses suivantes. Donc, la première question, la question principale qu'on avait, c'était est-ce qu'il y a des régions frontales qui sous-tendent ou qui sont directement recrutées pour cette probabilité de répondre correctement, de catégoriser correctement ou de catégoriser incorrectement. Donc, les régions de la catégorisation correcte étaient en fait concrètement essentiellement dans le cortex orbitofrontal médial, bilatéral. Et je ne le montre pas ici, mais ça, c'est drivé essentiellement par la reconnaissance correcte des vocalises humaines. Mais néanmoins, c'est le résultat général de probabilité de réponse correcte. Elle est associée à l'activité de l'OFC médial. Quand on regarde la probabilité de réponse incorrecte, elle est cette fois-ci plus étendue au cortex inférieur frontal et quasiment pas du tout à l'OFC médial. Donc ça, c'était aussi une autre surprise, c'est qu'en fait, pour nous, ces deux régions-là étaient impliquées dans ces aspects décisionnels, dans ces aspects de choix. Et en fait, visiblement, dans ces données-là, en tout cas, elles ont deux rôles assez distincts. Il y en a une qui est recrutée pour la catégorisation correcte, l'autre plutôt pour les catégorisations incorrectes. Ça, c'était un autre résultat, sachant que dans la littérature sur le jugement de voix émotionnelle, on rapporte d'habitude le cortex inférieur frontal comme étant impliqué autant dans les bonnes que les mauvaises réponses. Donc là, on a déjà une petite différence. Ensuite, on avait une question que je vais essayer de faire simple ici. On avait une question qui était « Est-ce qu'il y a des réseaux cérébraux spécifiques au fait de catégoriser une espèce de primate par rapport à l'humain par rapport à comment on catégorise les autres espèces de primates par rapport aux humains ?» Donc c'est une sorte de contraste de contraste. Donc c'est une analyse de type conjonction. Et le seul résultat significatif qu'on obtenait, c'était quand on drivait cette conjonction par la comparaison des chimpanzés. Donc, en gros, c'est comment les chimpanzés, comparés, quand on perçoit des vocalises de chimpanzés par rapport aux humains, par rapport à comment on perçoit les vocalises de bonobo par rapport à humains, par rapport à comment on perçoit les vocalises de macaques par rapport à humains. Donc, ce qu'on obtenait, c'était de nouveau, cette fois-ci, du cortex inférieur frontal, notamment dans la partie triangulaire, cette partie très impliquée dans le jugement sur les voies émotionnelles humaines. On n'avait pas du tout de cortex orbitofrontal dans ce résultat-là. Et ensuite, on avait de nouveau beaucoup de cortex inférieur frontal gauche. Et la sous-région que vous voyez en blanc entourée de fuchsia ici, c'est en fait une région additionnelle qui était recrutée spécifiquement pour les réponses correctes. Donc les autres régions, c'est vraiment du traitement plus général, traitement de tous les stimuli, indépendamment de la réponse. Et la région entourée de rose, c'est vraiment spécifiquement quand la réponse est correcte. Donc ça, c'était une autre surprise, c'était d'avoir juste quelque chose ici, tout court, parce que concrètement, ça paraît difficile de se dire qu'on a une région du cortex inférieur frontal dédiée spécifiquement, enfin disons, recrutée spécifiquement, en tout cas par ça, par le fait de catégoriser correctement une espèce les vocalises de chimpanzé par rapport à comment on catégorise les autres espèces, bonobo ou macaque. Donc concrètement, pour faire une minuscule phrase de résumé, il y a beaucoup plus à en tirer de ces résultats du cortex inférieur frontal que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, autant chez l'humain à travers les espèces, en comparaison d'espèces comme ici. Donc, d'un point de vue discussion, interprétation, il y a évidemment une infinité de choses qu'on pourrait dire, mais disons, je me suis concentré sur certains aspects. Donc, d'un point de vue reconnaissance, on a vu qu'elle était au-dessus du niveau de la chance pour toutes les espèces, sauf les bonobos. Ça se traduisait par une probabilité de catégoriser correctement les espèces en dessous du niveau de la chance pour les bonobos.
Donc on pourrait interpréter ça comme étant lié, en effet, comme on le disait, à cette adaptation à l'agression différente des bonobos par rapport aux chimpanzés, de différences spécifiques aussi entre les vocalises de ces espèces, et notamment parce qu'il a été montré que le cortex humain est très sensible à des changements de pitch des vocalises, et que ça, du coup, ça pourrait être aussi un vecteur d'une sorte de confusion qui prend part quand on doit décider quelle espèce il s'agit. Pourtant, on aurait pu se dire que concrètement, c'était plus facile de les distinguer, étant donné qu'elles sont très très différentes des autres. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Donc, ces résultats poussent un peu le raisonnement centré phylogénétique, évolution, à l'inclusion aussi des aspects acoustiques qui sont en fait non négligeables. Donc, comme on l'a vu, probabilité de reconnaissance correcte, OFC, qui colle avec des résultats qui ont été montrés aussi en cross-species chez l'humain, dans une étude de Pascal Belin, par exemple, où il y avait des vocalises de, si je ne dis pas de bêtises, chimpanzés, macaques et de chats. J'ai jamais très bien compris pourquoi les chats ont été inclus, mais voilà. Aussi, c'est une région impliquée dans l'évaluation contextuelle. Pour la probabilité de reconnaissance incorrecte, ou la probabilité de pas correctement reconnaître ces vocalises-là, on a l'IFG, IFC, notamment la partie triangulaire, qui est très fortement recrutée ici, qui est cette région, cette fameuse région du jugement sur des voies émotionnelles humaines. Donc ça pose des questions sur le rôle potentiellement spécifique de sous-région, de cette elle-même sous-région du cortex inférieur frontal. Et c'est une région qui a été aussi impliquée dans la perception sociale et qui donc aurait potentiellement, qui mériterait en tout cas d'être un petit peu plus étudiée à ce niveau-là. Et finalement, quelque chose d'important selon moi, c'est le lien de ce cortex inférieur frontal avec des études sur l'hésitation, sur l'ambiguïté et sur à quel point la partie IFC triangulaire est recrutée lorsque on doit choisir parmi des options qui sont en compétition, des options qui sont difficiles à distinguer ou des options qui mènent à une hésitation. Donc, potentiellement, le fait que cette région-là soit impliquée et dans la reconnaissance incorrecte et lorsqu'on compare chaque espèce par rapport à la voix humaine, ça vient peut-être aussi d'un aspect d'hésitation, d'ambiguïté qui est trigué par ces différentes espèces. Bon, alors, c'est évidemment j'extrapole, mais c'est une possibilité. Voilà, donc pour cette étude-là, je pense que j'ai à peu près terminé. Je voulais juste vous donner un petit sneak peek à ce sur quoi on est en train de travailler maintenant. Donc là, on s'est concentré vraiment sur la catégorisation, la reconnaissance. Et puis ensuite, on avait une autre question, qui en réalité était la question originelle, mais voilà, qui était de comment les régions du cortex cérébral humain qui ont été montrées comme étant spécifiques ou sensibles à la voix, comment est-ce que ces régions réagissent, spécifiquement ou non, à la présentation de vocalises de primates non humains. Donc il y a quelques travaux là-dessus, mais aucun qui montrait des résultats spécifiques. Et nous, on s'est dit, on a ces données, on a de quoi utiliser un autre type d'analyse un peu plus classique pour mettre en évidence peut-être de tels résultats. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé simplement de la perception, donc on a pris tous les essais, indépendamment d'une catégorisation correcte ou non, et on s'est demandé si on arrivait ou non à avoir des régions temporales activées. Donc chez un échantillon de participants, on a fait passer à ces participants additionnellement une tâche de perception de voix humaine par rapport à du signal non vocal. Donc ça nous a permis de mettre en évidence les régions qui sont en gros visibles concrètement en blanc ici, avec un outline blanc, qui sont les régions temporales sensibles à la voix, TVA en anglais. Et à l'intérieur de ces régions, on a regardé comment les vocalises de primates non humains recrutaient ou non certaines sous-régions. Et donc, ce qu'on a fait aussi ici, parce que ça avait été une critique et c'était à juste titre, je pense, on a inclus beaucoup plus de variables acoustiques pour contrôler, pour le signal de bas niveau de ces variables acoustiques-là. Donc, je ne vais pas vous les mentionner toutes, mais disons, elles sont ici. Et c'est les variables acoustiques qui expliquent le plus la différence entre ces espèces d'un point de vue acoustique.
Et ce qu'on montre, c'est qu'en fait, il semblerait, si je vous prends la figure de résumé, il semblerait qu'on ait au moins 12 ou 13 sous-régions dans les régions sensibles à la voix temporale qui soient spécifiques au traitement des vocalises de chimpanzés. On n'a pas trouvé ça pour les vocalises de bonobo, on n'a pas trouvé ça pour les vocalises de macaques. Et donc, que ces résultats-là mettent en avant, c'est vraiment l'existence, ou du moins les restes, d'une région sensible à la voix, d'une sous-région sensible à la voix, qui semble toujours actuellement être capable de spécifiquement être recrutée pour le traitement de vocalises de chimpanzés, qui sont du coup l'espèce de primates non humains les plus proches de nous, autant évolutivement que acoustiquement. Voilà. Merci beaucoup. Et Merci beaucoup, Leonardo. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, ça marche maintenant. Comme on est en ligne, comme ça les personnes peuvent vous entendre. J'ai cru voir dans les personnes que vous avez recrutées que c'était des femmes. Est-ce que c'est un hasard du recrutement? Est-ce que c'était délibéré? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence sur les résultats? alors en fait, j'ai peut-être pas précisé ça correctement, mais dans l'échantillon, il y avait 10 femmes sur 23. Donc 13 hommes, 10 femmes. Ouais, c'était pas que des femmes. Ouais. Donc on a essayé de faire 50-50, mais avec les 2 participants qu'on a dû exclure, on n'avait plus ça. Mais par contre, ça reste une question intéressante sur les différences de genre. On n'a pas regardé ça parce que dans l'étude sur les paramètres acoustiques, il n'y avait pas de différence de genre d'un point de vue reconnaissance. Mais je pense que d'un point de vue cérébral, je ne suis pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit là-dessus. Donc ouais, je pense que c'est intéressant. Ouais. Pas de questions? Des questions en ligne, peut-être? Très bien. Dernière chance? Très bien. Alors, je propose qu'on remercie encore chaleureusement à Leonardo Serravolo pour sa présentation, nous avoir emmenés dans votre recherche. Merci infiniment. Merci à vous d'avoir été présents pour ce café de la recherche. C'est un café, donc je vous propose tous de rester encore, prendre un sandwich, prendre un café et avoir l'opportunité encore d'échanger quelques mots avec Léo qui est avec nous aujourd'hui. Peut-être encore 2-3 informations. Le prochain café, c'est un café de l'innovation. Ça aura lieu le mardi 26 novembre et c'est sur un nouveau dispositif médical dans la chirurgie du pied. Et aussi comment l'innovation naît dans un hôpital, après avec une rencontre avec une entreprise, leur collaboration et qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir été là aujourd'hui et je propose qu'on remercie encore chaleureusement Leonardo Serravolo.